Voilà, je vais démarrer cette présentation du cours sur la littérature ancienne de l'Arménie. Vous pourrez me poser les questions que vous souhaitez au fur et à mesure, à la fin ou dans le chat, et je ferai les réponses que je peux. Avant de commencer la présentation proprement parlée, je vous signale, pour ceux d'entre vous qui reçoivent le Nouvel d'Arménie, que dans le magazine du mois de juin, j'ai demandé à Abraham Thérian de faire une petite... enfin, je lui ai posé un certain nombre de questions que nous avons traduites ensemble à l'occasion de cette année qui est le 850e anniversaire de la mort de ce grand catholicos et de ce grand théologien et de ce grand chrétien et de ce grand auteur de la littérature arménienne qu'est Shonrali. Donc j'ai demandé à Abraham Thérian, qui, j'y reviendrai, est un extraordinaire connaisseur à la fois de l'arménien classique et d'un certain nombre d'auteurs très importants, de faire un petit peu une présentation de qui est ce Nerses Shonrali et pourquoi, et c'est peut-être une première, l'Église arménienne et l'Église catholique, ensemble, ont décidé de euh, commémorer ce saint à l'occasion du 850e anniversaire de sa mort. Donc vous avez là un certain nombre d'éléments, et Abraham est particulièrement compétent pour répondre, puisqu'il est un des organisateurs du séminaire d'automne qui aura lieu au Vatican, co-organisé, je le disais, et par l'Église arménienne et par l'Église catholique romaine. Voilà. Ensuite, je vous ai mis en fait ce qui me paraissait le plus simple, c'est-à-dire euh, l'ensemble des cours de ces dernières années. Donc, on a fait en 2015-2016 un cours qu'on appelait spiritualité. En fait, spiritualité, j'avais donné à Lyon une conférence sur la christologie de l'Église arménienne, et en 1 heure, ça avait paru un petit peu rude et abrupt. Et donc, l'idée était d'essayer de reprendre cette question-là de la problématique de comment les Arméniens abordaient l'incarnation, et donc de le développer sur une année. Ensuite, on a eu l'année d'après un cours général de culture, quoi. Ensuite, on a eu un cours d'histoire sur Jérusalem et la Terre Sainte. Et donc, c'était vraiment un cours qu'à mon avis, on pourrait reprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé depuis. Ensuite, 2 années d'histoire de l'art. Et donc, il y a de la matière pour faire de l'histoire de l'art. Ensuite, on a fait un cours sur la réception de la tradition occidentale dans le monde arménien. Donc, on partait des écrits d'Irénée de Lyon jusqu'au rôle des pères mikitaristes, mais c'est une année qui a été passablement compliquée par les questions de Covid, vous en doutez. Ensuite, l'année dernière, ce cours assez intéressant, je crois, sur la problématique des migrations, des diasporas arméniennes à travers le temps. Bon, le cours de cette année, je n'y reviens pas. C'était un cours thématique sur l'histoire de l'Arménie. Donc, il y a le pendant, essayer d'avoir une approche un peu plus chronologique et peut-être un peu plus recentrée sur l'époque moderne et contemporaine qui a été exprimée l'année dernière parmi les souhaits. Et je l'entends, et on essaiera de faire quelque chose comme cela à brève échéance. Il y a aussi une autre, à la fois demande et projet d'un cours qui pourrait être à la fois cours et séminaire de recherche, enfin à mi-chemin entre les deux, entre le cours et le séminaire de recherche sur les Arméniens sur les routes de la soie, puisqu'à titre personnel, la problématique des routes de la soie est quelque chose que j'ai beaucoup étudié ces derniers temps. Et pour le dire très rapidement,
la culture arménienne depuis le XVIIIe siècle, le monde arménien depuis le XVIIIe siècle, le peuple arménien individuellement et collectivement depuis le XVIIIe siècle, s'est plutôt tourné vers l'Europe et le monde occidental, dont il espérait un allègement de ses souffrances et du joug ottoman. Et ce faisant, alors que depuis le Moyen Âge, il y avait à la fois un regard vers l'Occident et il y avait à la fois un regard vers le monde oriental, vers l'Iran, vers l'Inde, vers les centrales et vers la Chine, cette dimension-là, du fait du contexte que vous connaissez et dont les grands acteurs ont été, par exemple les pères mékitaristes, ont été un peu mis de côté pour essayer de tisser les meilleures relations possibles avec le monde occidental. Et objectivement, à l'époque, c'était ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, avec les évolutions que l'on connaît, être capable de réintégrer cette dialectique de relations millénaires avec les grandes puissances du XXIe siècle, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Russie dans une certaine mesure, c'est évidemment quelque chose qui a toute son importance. Et donc, cette réflexion sur les routes de la soie, qui malheureusement est très insuffisamment menée dans le monde arménien, peut être quelque chose qui mérite d'être porté. Voilà, on va formuler ainsi la chose. Donc, quand on réfléchit un petit peu à ce qui manque, aux grands thèmes que l'on n'a pas abordés jusqu'à présent, il y a quelque chose qui est criant, c'est effectivement la littérature. Et c'est vrai que c'est une dimension très importante, et c'est une dimension très importante qui aujourd'hui est très bien documentée, puisque j'ai préparé pour vous montrer l'édition de référence de la littérature arménienne, le Madenaki Hayot. Là, vous avez le volume 1 qui couvre la première partie du 5e siècle. Et là, vous avez le volume 22 qui est la deuxième partie des œuvres de Nerses Shonorali que j'ai ramené il y a une dizaine de jours d'Arménie. Et vous voyez, vous avez aujourd'hui 22 volumes de 500 à 1000 pages chacun et qui nous permettent d'avoir en arménien classique, en haut de page, vous avez le texte arménien et en bas de page, vous avez toutes les références, toutes les variantes manuscrites, parfois très importantes, soit conçues absolument pour cette édition, soit qui sont des reprises d'éditions antérieures, puisque à l'époque soviétique notamment, et avant à Tiflis et à Etchmiadzin, il y a des éditions absolument extraordinaires qui ont été élaborées par des générations de chercheurs. Et tout cet ensemble est compilé dans le Madenaki Hayot, et donc nous donne accès à ce trésor de littérature. Et donc c'est la raison pour laquelle l'idée a été d'élaborer ce cours, qui a été pour moi mon travail de tout l'hiver, en essayant de se dire, bon, je reprendrai ces éléments dans le premier cours, mais c'est quand même intéressant de l'évoquer tout de suite. On a comme ça maintenant plus de 10 000 pages, entre 10 et 20 000 pages, qui ont été préservées de la destruction générale de l'Arménie occidentale et des problèmes qu'a connus et que connaît toujours l'Arménie orientale. Et donc, ce patrimoine, c'est vraiment un patrimoine très important qui permet de comprendre en profondeur ce que sont les Arméniens, comment est-ce qu'ils ont construit et comment est-ce qu'ils ont renforcé en permanence leur culture, avec quelque chose qui est assez extraordinaire et assez original, qui est que à la fois les Arméniens ont su être extraordinairement conservateurs, un certain nombre de traits caractéristiques de leur culture est plus que millénaire, et à la fois, à chaque génération, ils ont été extraordinairement progressistes et ils ont été en capacité d'intégrer les éléments nouveaux qui leur arrivaient. Et c'est cette dialectique de relation très subtile entre la préservation de l'acquis et l'enrichissement permanent par des traductions,
par des voyages, par des relations avec des gens non arméniens étrangers, qui a fait de cette culture une culture particulièrement riche et particulièrement intéressante, à de très nombreux points de vue. Cela justifie, explique l'intérêt qu'il peut y avoir à étudier cette littérature, qui est, par exemple, quand on compare avec la Géorgie, sans commune mesure en termes de volume, et si vous me permettez de qualité, avec les sources géorgiennes du Moyen Âge. Et donc, j'ai pris comme perspective deux axes. Un premier axe qui est de comprendre comment ce peuple qui, jusqu'aux années 400, fonctionnait quasi exclusivement sur une base orale, est passé du fait des impératifs de la mission chrétienne, est passé dans une dimension écrite, et comment, par cette dimension écrite, elle s'est construite une culture intellectuelle, savante, et à certains moments même universitaire, de niveau universitaire. Et vous verrez quand on abordera des gens comme Krikor Magistros, comme Nerses Shonorali, on est vraiment parmi des intellectuels de très haut niveau qui peuvent rivaliser avec leurs pendants byzantins, avec leurs pendants iraniens, avec leurs pendants latins pour l'époque cilicienne. Et donc, c'était intéressant de comprendre comment est-ce que cette formation-là euh, a été élaborée. Donc, premièrement, la construction de cette culture intellectuelle de haut niveau. Et deuxièmement, comment est-ce que ces gens-là, essentiellement au gré des événements historiques qui n'ont pas toujours été tendres pour ce peuple et qui auraient dû l'amener à disparaître, comme ont disparu directement ou indirectement la plupart des peuples qui étaient autour de l'Arménie au début de notre ère, puisque quand on regarde bien, la mosaïque culturelle du Moyen-Orient a à peu près complètement disparu aujourd'hui. Il reste les Géorgiens, perdus dans leurs montagnes. Il reste les Iraniens, mais qui sont convertis à l'islam et qui tissaient une dialectique de relations complexes avec leurs voisins. Il reste les Juifs, mais qui pour la plupart ont fui et sont revenus. Et les Arméniens qui sont accrochés à leur haut plateau, alors que tout avait été fait par leurs chers voisins, et pas que depuis 3 ans, pour les anéantir. Et donc, il est assez intéressant de voir comment, depuis un centrage limité au maximum au plateau arménien pour les premières œuvres, cette littérature va progressivement témoigner d'un élargissement de vue très important, d'un élargissement de vue sur les grands empires limitrophes, byzantins, ottomans, perses, musulmans, safavides, mais également une vision extrêmement large qui va aller quasiment de l'océan Atlantique à la mer de Chine. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, raisonnablement spécifique, et qui ne peut se comprendre que par la dialectique de relations que j'expliquais tantôt entre le conservatisme et l'ouverture. Et donc, voilà. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que vous le savez, moi j'ai essentiellement une approche d'historien, et donc ça ne va pas être une histoire de la littérature où on va beaucoup insister sur les tournures de phrases, la syntaxe, la construction. Je laisse ça à des gens plus compétents que moi. Ce que je vais vraiment vous proposer, ce que j'ai demandé aux intervenants assez nombreux que j'ai réussi à réunir, ça va être vraiment une histoire de
littérature dans cet axe, c'est-à-dire comment est-ce que la littérature arménienne a construit l'identité et comment la littérature arménienne a été le réceptacle de toutes les régions du monde, de toutes les cultures, de tous les peuples avec lesquels les Arméniens ont été en relation depuis 1500 ans maintenant. Donc, je vous présente à présent, si vous n'avez pas pour l'instant de questions spécifiques, rapidement ce que nous allons voir cette année. Donc, c'est un instantané, on va dire, au 1er juillet, sachant que à peu près 40-45% des cours ont été préparés. Donc, cela, il devrait peu bouger. Et pour les premiers, j'ai fait vraiment un très gros travail de numérisation. Par exemple, la première œuvre originale de la littérature arménienne, c'est la vie de Mesrop Mashtots, et je l'ai complètement numérisée, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Je ne sais pas encore de quelle manière je pourrais mettre tout cela à votre disposition, mais pour Goryun, pour Agatange, pour un certain nombre de choses, je ne veux pas dire que j'ai tout préparé et tout traduit, mais enfin, il y a quand même beaucoup de matière. Et pour ceux que ça intéresse, je pourrais transmettre plus largement que ce que j'ai prévu de présenter en cours, sachant que pour chaque œuvre, par principe, j'essaye de donner quelques extraits plus ou moins longs. En général, j'ai préparé plus d'extraits que ce qu'on pourra voir, mais je mettrai toute cette matière à votre disposition de manière à ce que vous puissiez, même si vous ne maîtrisez pas l'arménien, vous faire une petite idée de ce à quoi correspondent chacun des auteurs. Donc évidemment, quand on n'a pas la langue originale, il n'y a pas la même saveur, mais ça permet quand même de se faire une idée raisonnablement précise. Donc, on aura un premier cours sur les questions générales d'historiographie, de bibliographie et le peu que l'on sait sur la littérature orale avant l'alphabet. Un deuxième cours sur l'invention de l'alphabet par Mesrop Mashtots que je me suis mis en fond d'écran. J'ai trouvé que pour cette année, c'était adapté. Et les enjeux religieux de la traduction de la Bible en arménien. Donc, cela sera la première séance. Ensuite, on aura une deuxième séance sur l'âge d'or de la littérature arménienne. Donc, il faut que j'arrive à faire tenir ça en 2 heures. Et c'est vraiment une gageure. Et je pense qu'il y a toute une série des textes que vous aurez, pour lesquels on verra quel type de réponse. Enfin, voilà, je vous donnerai les documents. Est-ce que je vous donnerai avant, après? Enfin, bref. En tout cas, c'est très dense. C'est vraiment très important de comprendre sur quelle base cette littérature s'est constituée, de manière à en comprendre l'évolution. Et donc, il vaut mieux passer beaucoup de temps sur le début et ensuite aller plus vite sur la partie évolution, parce que on a une vision qui est beaucoup plus juste que si on picore sur tel ou tel point. Et malheureusement, dans le monde académique extrêmement spécialisé, avoir la capacité d'avoir une vue générale de la littérature arménienne, comme de tout le sujet d'ailleurs, est quelque chose d'extrêmement difficile. Une jeune collègue du Matina Daran, je suis allé rapidement en rentrant, en me montrant les 2 volumes du 5e siècle, me disait, quand je lui demandais d'intervenir, elle me dit, vous comprenez, maîtriser ne serait-ce que ces 2 volumes, c'est en soi l'œuvre de toute une vie. Et donc, quand on demande des choses un peu plus synthétiques, plus larges, c'est évidemment assez complexe. En tout cas, on aura 2 heures sur l'âge d'or de la littérature arménienne qui constituent vraiment une période essentielle. Donc ensuite, on avancera sur la deuxième partie du 5e siècle
et en allant jusqu'au schisme avec la Géorgie, et on verra comment progressivement une culture arménienne dont nous analyserons les caractéristiques, notamment les caractéristiques spirituelles, se constitue. Et vous voyez le grand 2 se constitue dans la douleur, c'est-à-dire se constitue en mettant des bornes et parfois en forçant des exclusions. Et le concile de Dvin a une certaine position. On a pu intégrer les Syriens, on a pu garder à l'intérieur de la communauté de l'unité arménienne les provinces d'Artsakh et de Siounie, mais, et on verra pourquoi, les Géorgiens se sont séparés de l'Église arménienne. Et donc là, on a vraiment un ensemble documentaire extrêmement intéressant. Et ces deux heures-là permettent vraiment de, j'espère, en tout cas vous me direz si c'est clair, de poser les fondements de la culture intellectuelle des Arméniens. Ensuite, une fois qu'on a commencé à poser les choses, il faut les structurer. Cette structure se constitue quelque part de deux manières. D'une part, par la pratique du pèlerinage, notamment pour les Arméniens du pèlerinage en Terre Sainte, qui est quelque chose d'absolument essentiel, et de manière générale partout dans le christianisme, avec le monachisme, parce que les moines ont le temps et la capacité intellectuelle de ruminer, de réfléchir et d'aller au fond des choses. Donc on verra comment cela se met en place, et ensuite on aura les deux premiers personnages qui ont constitué une synthèse intellectuelle des positions religieuses arméniennes, de ce monophysisme particulier de l'Église arménienne et des conséquences que ça va avoir dans tous les domaines de la pensée. C'est-à-dire le Catholicos Comidas, c'est son second, probablement, le Vartabed Hovhannes Maïragomessi. Ensuite, le cours 6, et vous voyez, il est un petit peu moins bien structuré parce que je l'ai confié à Benita Conti, qui a la lourde tâche de traiter de trois aspects. Un premier aspect, la littérature de traduction en arménien, du grec vers l'arménien, qu'on appelle la littérature hellénophile. Cette littérature a été élaborée parce qu'on voulait constituer pour le monde arménien un cursus philosophique et pédagogique, et donc comment s'est constitué ce corpus et pourquoi. Et je lui ai demandé, et j'espère qu'elle pourra le faire, d'analyser le fait que parallèlement au corpus philosophique, s'est constitué un corpus scientifique, et un corpus scientifique de très haut niveau, grâce à Ananias de Chirac, puisque c'est quelqu'un qui expliquait au milieu du 7e siècle pourquoi et comment la Terre était ronde, qui expliquait comment est-ce qu'il fallait sur 500 ans calculer la fête de Pâques, et donc avait une vision du calendrier qui est assez fabuleuse. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui était un des grands esprits de son temps. Et c'est une des choses que j'aimerais voir clairement exprimée pendant le cours de Benedetta, c'est qu'il y a vraiment un continuum très net entre les sages, les philosophes, les scientifiques de la bibliothèque d'Alexandrie, chassés au moment de la destruction et de la fermeture de la bibliothèque, et le plateau arménien, où vraisemblablement un certain nombre d'entre eux, enfin même certainement pour un certain nombre d'entre eux, sont venus se réfugier et ensemencer ce haut plateau pour en faire un des lieux de haut niveau au point de vue, à la fois, je le répète, philosophique et scientifique. Ensuite, ce sera à nouveau moi sur en fait la résistance. Si vous voulez, à partir du moment où le corps de la pensée arménienne est constitué et structuré, le millénaire qui suit va être une défense de cette doctrine, qui va être de cette pensée, de ce niveau intellectuel, qui va être sans arrêt contesté. Donc, dans un premier temps, contesté par le chalcédonisme et essentiellement contesté par l'islamisme.
Et donc, on verra comment est-ce qu'au début, l'islam est une nouvelle dimension dans les jeux politiques et géopolitiques du Moyen-Orient. Et donc, les Arméniens essayent de négocier. Et puis, au bout d'un moment, la violence se fait vraiment jour et on est dans une volonté d'essayer de défendre et structurer sa pensée. Et vous verrez que le rôle de Moïse de Joren dans ce cadre-là est absolument décisif. Ensuite, le cours suivant que j'aimerais confier à un collègue américain, Jesse Harlan, est sur la renaissance des États arméniens. Donc, vous voyez, le cours 7, c'est l'interrègne entre l'affirmation d'un monophysisme cyrillien de l'Église arménienne, la traversée de la période de domination musulmane, jusqu'à la renaissance d'un État arménien à la fin du IXe siècle. Le cours suivant, c'est comment la renaissance en fait de plusieurs États arméniens va permettre un fleurissement extraordinaire avec des personnalités parmi les plus fascinantes de toute la culture arménienne. Je veux parler bien sûr de de Grégoire de Narek, je veux parler de Grégoire Magistros, et je veux parler d'une lignée d'historiens absolument extraordinaires. Et donc, Jesse ayant fait sa thèse sur Anania de Narek et l'école de Narek, j'espère qu'il nous fera l'amitié de nous éclairer sur cette période importante. Donc ensuite, les royaumes arméniens de Cilicie sont détruits par les doubles invasions byzantines et seldjoukides. Et donc, la, la, pointe de la pensée arménienne se transporte en Cilicie avec deux visions qu'on analysera. D'une part, la veine historique, puisqu'on a des sources absolument extraordinaires et très intéressantes, écrites en Cilicie ou écrites de manière indirectement liée au monde cilicien, avec la structuration de la pensée par année, et donc la veine analytique étudiée pour Mathieu Dédès par une collègue qui devrait nous faire le cours sur ce sujet-là. Et ensuite, au moment de la reconstitution d'un État arménien en Cilicie, il va y avoir des discussions avec toutes les grandes églises avec lesquelles la diplomatie cilicienne, très active, ça c'est un des apports de la pensée de Claude Moutafian, a été en relation. Donc le monde byzantin, le monde syriaque, et syriaque jusqu'à l'Inde et l'Asie centrale, le monde latin. Et donc ce cours-là devrait être assuré par Abraham Thérian, avec une deuxième heure qui sera centrée sur la figure de Nerses Shunarali, et j'espère qu'on va pouvoir le faire venir pour qu'il soit physiquement auprès de nous à Lyon. Et donc, en fonction de la date où il sera présent, je pense qu'on va déplacer cette séance au moment où il sera disponible en France. La période silicienne est également une période très intéressante parce que jusqu'à présent, on était sur la diffusion de l'arménien classique qui évolue en arménien moyen. Et quand on va avoir un État en Cilicie, il va y avoir la nécessité de traiter des sujets qui n'ont pas directement un lien avec la sphère religieuse. On va traiter de droit, beaucoup de médecine et de différentes branches de la médecine à la fois humaine et vétérinaire, avec notamment un traité d'hypiatrie. Et cela va amener les savants ciliciens, arméno-ciliciens, à abandonner tout ou partie de l'arménien classique et à se mettre à écrire en arménien vernaculaire. Et la Cilicie, dans l'extrême fin du XIIe et tout le XIIIe siècle, est un peu le fondement de l'arménien occidental. C'est-à-dire que c'est en Cilicie qu'on va écrire, donc vous voyez, en plein XIIIe siècle, les premiers traités pratiques du droit, de la médecine notamment, en langue vernaculaire, en langue vulgaire. Et ça, c'est évidemment une révolution conceptuelle de première importance. Et on terminera sur
les historiens tardifs, là, donc enfin les auteurs un petit peu tardifs de la deuxième partie du Moyen Âge, je m'excuse d'écraser un petit peu la deuxième partie, mais je préfère, comme je l'ai déjà dit, bien insister sur la période ancienne et ne voir le reste que comme sur à la fois des compléments et à la fois les modalités de l'élargissement de la vue des Arméniens sur le monde qui les entoure. Ensuite, on aura pour le cours 14 euh, deux, euh, enfin, une ouverture sur le monde des trouvères, donc des troubadours et des trouvères arméniens jusqu'à Sayat Nova. Et pour le cours suivant, un cours sur la littérature chantée, c'est-à-dire la liturgie et les charagnots, les charagans, puisqu'on a à peu près un volume de cette taille-là dans le Madina Kekayos, qui est uniquement consacré à la littérature sacrée, à ces charagans, qui pour les premiers ont été traduits dès le 5e siècle sur la liturgie agéopolite, c'est-à-dire la liturgie de Jérusalem, et tous les grands noms de la littérature arménienne ont produit un ou plusieurs charagans très importants. Et j'ai demandé à Aram Kerovpian d'essayer d'illustrer cette évolution de de ces charagans à travers un certain nombre d'auteurs clés. Donc, je lui ai fait quelques suggestions en laissant bien sûr très libre de ce qu'il pourra proposer, sachant qu'il pourra proposer quelque chose d'assez fabuleux, c'est-à-dire à la fois parler sur, à la fois lire et analyser, et à la fois chanter ces hymnes liturgiques. Et je pense que ça va vraiment être quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc ensuite, nous aurons le dernier cours qui est un petit peu à la charnière dans la deuxième partie du XVIIIe siècle entre ce Moyen-Âge qui s'étire, cette époque moderne, et l'entrée des Arméniens dans l'époque contemporaine, avec deux choses importantes, deux apports intellectuels très importants. Un premier qui est lié aux pères mékitaristes, pour lesquels j'ai coordonné ce recueil d'études il y a quelques années, puisque une fois qu'ils sont installés au début du XVIIIe siècle à Venise, ils jouent un rôle absolument extraordinaire dans la modernisation de la pensée arménienne et dans l'introduction dans la pensée arménienne, mais également de l'ensemble des chrétiens d'Orient, de tous les apports, de toutes les nouveautés du monde occidental depuis la Renaissance, puisque c'est vraiment la Renaissance où il y a vraiment une accélération de la pensée et de la vision du monde de la part des Occidentaux, des Européens à l'époque, à une époque où les chrétiens d'Orient étant sous le joug musulman, ils ne peuvent pas suivre et donc ils sont très rapidement dépassés. Et donc, bon, je pense que je ferai une trentaine, quarantaine de minutes sur ce sujet-là. Et je réinviterai Saténik Toufanian pour son Piège de l'orgueil, qui est vraiment un livre très important parce que le Cercle de Madras, qui a produit ce livre, a vraiment eu comme objectif à Madras en Inde, qui était une zone de relative liberté, et grâce à des moyens financiers de ces négociants qui étaient de grandes fortunes arménienne, donc d'introduire par cette porte d'entrée, donc le port, la colonie de Madras, dans la littérature arménienne, toute une série d'éléments absolument fondamentaux, notamment la pensée politique, notamment la volonté de recréer un État démocratique, une république parlementaire, et d'en envisager, d'en imaginer la possible constitution. Et donc là, je pense qu'on aura vraiment un cours de grande valeur. On essaiera de faire une petite place à Constantinople, même si, évidemment, on n'a pas quelqu'un qui a aussi étudié de manière aussi approfondie le rôle de Constantinople qui a été très important au XIXe siècle, fin du XVIIIe et tout le XIXe siècle notamment, dans la modernisation de la pensée arménienne à tous les niveaux, de la pensée politique, de la pensée religieuse, de la pensée technique,
Euh, et bon, voilà, ça, c'est peut-être que ça va être un petit peu un champ moins bien traité, mais c'est pas moins traité pour des questions volontaires, mais c'est une question de compétences. Donc voilà, oui, voilà. Donc voilà un peu la présentation très générale, hein, mais qu'il est possible de faire à ce jour, sachant que, comme vous l'avez compris, il y a encore un certain nombre d'intervenants qui n'ont pas complètement confirmé ou pour lesquels la dialectique de relation entre ce qu'il me propose et ce que je souhaiterais qu'il fasse n'est pas encore complètement euh, traitée. Voilà, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Non, tout était parfaitement clair et limpide. Je suis très étonné, mais enfin. Impatiente. Alors, pour s'inscrire, oui, oui, pour s'inscrire, c'est effectivement sur Internet. Alors, je voulais vous mettre la page, mais je l'ai oublié, donc je vais y aller en direct. C'est comme les années précédentes sur la boutique de Sources d'Arménie. Et voilà. Ah, voilà. Alors, hop, hop. Donc, vous allez partager. Ah oui, alors attendez, je ne peux pas partager deux fois mon écran, donc il faut que j'enlève ça. Voilà, partager, partager, partager. Donc, vous avez la boutique, la boutique. Dans la boutique, vous avez les bouquins et les formations. Et dans les formations, vous avez l'inscription pour le cours de cette année. Donc ça, c'est facile. Je vous referai aux inscrits de l'année dernière un envoi avec le flyer définitif et avec les modalités pour le premier cours, mais vraisemblablement, on sera sur du Zoom, du distanciel pur, vers le 25 août ou le tout début septembre. Donc voilà, on est sur des choses assez classiques et connues, je crois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais sortir de ça pour voir les questions. Oui, très bien. Ben, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ce que il n'y a pas d'urgence. OK. Bon, ben, écoutez, si il n'y a pas davantage de questions, euh, on se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, dans les derniers jours du mois de septembre. Merci à tous et bonne soirée.